Bienvenue à tout le monde. Alexandre Gary, il se cache quelque part. Je vais juste introduire cette séance en tant que directrice scientifique du festival pour remercier Monsieur l'ambassadeur, Isabelle, conseillère culturelle et tous les participants, vous avoir à nos côtés de façon aussi proche et continue, ça a été formidable. Donc le festival fait partie de la saison France-Portugal et on a pu la mettre en place, cette programmation aussi grâce à votre soutien. Donc merci beaucoup. C'est une séance spéciale qui va parler de l'histoire de l'hôtel particulier de l'ambassade. Il y a des grandes découvertes qui se font autour des nouvelles archives, etc. Donc on est passionnés et je donne la parole à Monsieur l'ambassadeur, voilà Alexandre. Merci. Je ferai tout simplement une petite introduction avant de donner la parole à ceux qui sont les experts, disons. Seulement pour dire comment cette idée de faire des recherches pour un livre sur l'hôtel Lévy, l'ambassade du Portugal à Paris. C'était justement quand je suis arrivé dans les journées du patrimoine, j'ai décidé d'ouvrir l'ambassade et il fallait commenter et parler un peu de l'histoire et du premier propriétaire. Il y avait des notes que mes prédécesseurs avaient laissées et je me suis dit que peut-être ça vaudrait la peine d'aller un peu plus loin que ça. Mais après, les choses j'avais ce projet. Et vraiment, le point de départ, c'était quand j'ai fini de lire Le dernier des Camondos de Pierre Assouline. Je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de pattern, de modèle de ces financiers qui, à un moment donné, se sont installés au Parc Monceau et puis ont débordé un peu dans la direction de Passy. Et j'ai donc, ça m'a commencé à venir à l'esprit qu'il y aurait la possibilité de travailler sur le premier propriétaire. Et il y avait beaucoup de choses qui étaient intéressantes. Il était parent de Proust. C'était étrange aussi la parade des salons qui ont été construits à peine 20 ans avant l'Art Nouveau. Donc tout ça me paraissait intéressant, mais il fallait quand même un coup pour tout commencer. Et c'est grâce à François Gilles que soudain a envoyé un mail à l'ambassade avec en attachement un bleu, on dit comme ça, de la décoration, d'un projet de décoration d'un ornementiste très important, Brizol, et j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses qu'on pourrait rechercher. Et donc, il fallait faire une recherche un peu plus approfondie sur le premier propriétaire. François Gilles nous a parlé d'une jeune historienne d'art, Alice Léger, qui s'était documentée sur la famille Caron d'Anvers. Et puis, tout de suite, ma conseillère culturelle, Isabelle Cotriard, qui est un des piliers de ce projet, a suggéré Manuel Villeville, qui est quelqu'un qui justement, architecture et urbanisme, c'est lui qui, disons que ça a été une croissance organique de l'équipe. On s'est dit, qu'est-ce qu'il nous faut ? Le nom d'Alexandre Gally, évidemment, c'était un grand prix de l'avoir, puisque c'était un expert des hôtels particuliers et de l'histoire de Paris. Et puis ils nous ont dit, bon, mais pour la famille des architectes Laurent, il y a une personne qui est vraiment le grand expert, c'était Christophe Parent, qui a aussi était d'accord de se rejoindre à l'équipe. Il a emmené avec lui Simon Ducrot, et puis il fallait avoir
un expert des œuvres qui sont à l'ambassade, et on a un portugais, un français, galeriste, Philippe Mendes, qui a été d'accord de faire une étude sur les œuvres les plus importantes de l'ambassade. Et puis on avait la correspondance de Proust avec Georges Raphaël Lévy. Il avait une grande experte piraoise qui elle-même a demandé à un expert du grand archive de correspondance de Proust, à Helena aussi. Bon, tout ça pour vous dire que, évidemment, il fallait le biographe. J'ai rencontré Pierre Assouline et je l'ai séduit dans un déjeuner à l'ambassade. Et il a dit qu'il était d'accord d'écrire sa biographie. Et puis, il nous fallait trouver quelqu'un qui puisse puiser dans les archives du ministère pour la côté de l'histoire, la chronologie de l'ambassade depuis l'achat. Et donc, tous les éléments étaient en place, avec même des développements rocambolesques, puisqu'on a, à un moment donné, Alice Léger nous a dit hey, on a reçu une lettre d'un descendant de Raphaël Lévy qui dit qu'il y a chez lui, à Bruxelles, une malle qui n'a jamais été ouverte. Alors, on a envoyé Alice Léger avec une personne de l'ambassade qui ont pu voir les éléments qui y étaient. Donc, ça, c'est pour créer un peu le suspense. J'espère que vous serez intéressés. Et je crois que le plus important, c'est que c'est vraiment, ça je veux le souligner, c'est une grande honneur de pouvoir faire cette session au Festival Histoire de l'Art, mais je crois qu'il le mérite. Et je passe la parole donc à cette équipe formidable. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Je voudrais dire à mon tour quelques mots sur le making-of, parce que vous nous avez reçus magnifiquement. Il faut dire que c'est une aventure scientifique, ça peut être aussi une belle aventure humaine. On a été très bien traités par l'ambassade du Portugal à Paris. Humainement, très vite, on a pu établir ce travail, ce rapport de confiance avec les équipes que vous avez su fédérer, comme vous l'avez si bien dit. Et puis, je dirais, comme historien des hôtels particuliers parisiens, découvrir un hôtel qu'on ne connaissait pas, à côté duquel on était passé, c'est une bonne leçon, évidemment, puisque l'histoire des hôtels, c'est à la fois une histoire individuelle, des portraits d'hôtels, et puis c'est une histoire collective. Et donc, dans cette grande famille, au cours de quelques années que j'ai passées sur ce sujet, j'avais pas été capable d'identifier cette demeure de qualité. Alors on a préparé un petit PowerPoint pour ne pas être trop sec dans notre propos, pour mettre un peu de chair sur l'os. J'espère que vous voyez les images. Et nous, on va essayer de les commenter pour vous et vous expliquer comment on a travaillé à partir des archives pour éclairer l'histoire d'une maison qui a un gros siècle, enfin un tout petit peu plus qu'un siècle en réalité. Et pour commencer, un tableau de Grandjean bien connu, qui est une vue de l'avenue qu'on appelait à l'époque l'avenue du Bois, l'avenue de l'Impératrice, tracée par Haussmann au début du Second Empire pour relier Paris à l'époque, puisque Paris s'arrêtait à l'Arc de Triomphe, jusqu'au Bois de Boulogne, la promenade évidemment aménagée au même moment et qui était une des grandes promenades de l'élite. Et ce tableau, même s'il est du début de la Troisième République, nous rappelle que le percement de cette avenue, aujourd'hui l'avenue Foch, constitue l'artère mondaine qui a irrigué ce quartier qui était très éloigné en réalité du centre. Et tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur a fait allusion à la plaine Monceau. C'est vrai que les quartiers d'hôtels des grandes élites du Second Empire et de la Troisième République, spontanément, on pense à la fin de la chaussée d'Antin, au parc Monceau, à une partie du XVIIe arrondissement, à cet ouest parisien, mais il y a évidemment une dimension dans le XVIe arrondissement très importante. Un 16e arrondissement qui est rentré seulement, a été créé comme arrondissement seulement en 1860. Donc on est hors Paris jusqu'en 1860, mais en réalité, l'histoire commence bien avant. Alors, il n'était pas question de remonter évidemment au Moyen-Âge, mais simplement de rappeler que ce quartier qu'on appelait la plaine de Passy, un nom assez poétique qui vient du Moyen-Âge, eh bien, a été urbanisé selon un plan assez spectaculaire qui mérite d'être
peut-être admiré par son tracé avec ce plan centré qui est l'actuelle place Victor Hugo, au milieu du plan. Et cette opération s'est produite dans les années 1825-1830. Donc on est à l'époque de Charles X, Paris commence à déborder ses limites, et vous avez à ce moment-là, dans l'histoire des hôtels comme dans l'histoire de la capitale, des lotissements dont vous connaissez les plus célèbres. Le plus célèbre, c'est la Nouvelle Athènes, évidemment, avec des endroits charmants comme la place Saint-Georges, la rue d'Aumale, la rue de la Tour des Dames. Mais il y a aussi, et c'est peut-être moins connu parce que ça a été perturbé par l'osmanisation de la capitale, des quartiers hors les murs, c'est-à-dire hors des enceintes qui étaient les enceintes de Ledoux. Et donc le quartier des Batignolles, le quartier de Beaugrenelle, si mal nommé aujourd'hui, par ses transformations récentes, et Passy sont des quartiers qui sont donc dans la main des lotisseurs, mais extramuros. Ça donne une image d'ailleurs très intéressante de l'histoire de la capitale, qui est une histoire à un moment où l'État, ruiné par les guerres de Napoléon, n'a plus la main en matière d'urbanisme, et c'est la promotion privée qui fait l'urbanisme de Paris. C'est d'ailleurs une question politique qui sera extrêmement forte sous Louis-Philippe. Est-ce qu'il faut décentrer Paris? La question du centre de Paris, qui sera, vous le savez, au cœur des réflexions du système haussmannien, qui fait un retour au centre, alors même que par cette promotion, comme le quartier de Passy, on voit que les privés n'hésitaient pas à considérer qu'on pouvait aller au-delà de la limite, et ici livrer un quartier clé en main. Donc c'est une société privée qui s'est constituée avec un notaire, un architecte, des actionnaires, et qui a divisé en à peu près 700 parcelles ce quartier dans lequel les rues n'ont pas de nom sur ce plan, mais vous reconnaissez l'avenue Victor Hugo, l'avenue Bugeaud, la rue Longchamp, et la rue du Parc, qui est tout en haut. Le petit parc, c'est la Faisanderie, qui est devenue la rue Spontini, donc on approche là, et on est exactement à cet endroit, tout à fait en haut du plan. On est ici, je ne sais pas si vous voyez la petite flèche. Et donc l'idée c'était de rappeler que ce quartier a été constitué donc très tôt, mais pendant longtemps le nombre de parcelles très important et leur taille montrent que les promoteurs avaient imaginé un quartier résidentiel mais sans faste particulier. Et d'ailleurs ce qu'on voit dans les archives, c'est qu'il y a des petites maisons avec jardin, ça devait être un paysage assez étonnant, juste à 200 mètres de l'Arc de Triomphe. Et puis il y a eu la crise, il y a eu trop d'offres par rapport à la demande, et vous savez, il y a eu une grande crise qui précède la Révolution de 1830, qui est considérée par certains historiens de l'économie comme une des causes de la Révolution de 1830, et donc tous ces quartiers vont avoir du mal à exister en réalité, et ce qui va les transformer, c'est d'une part la construction de l'enceinte sous Louis-Philippe, puis l'entrée dans Paris avec l'agrandissement de 1860. Donc notre parcelle, si j'ose dire, notre terrain, c'est un terrain, enfin nous de Majesté, exclusif du jeu, c'est un terrain qui n'est pas bâti. Il fait partie des terrains qui sont restés à un moment où le quartier se transforme. Alors il faut imaginer l'entrée dans Paris, le percement qui s'ajoute à ce plan, qui vient se superposer, comme fait toujours Haussmann, il détruit les quartiers anciens ou les quartiers modernes. Ça, c'est encore une démonstration très claire avec ce quartier qui était tout neuf, et il surimpose un tracé à un tracé existant, comme il a fait dans le Vieux-Paris. Donc là, vous avez à ajouter la bretelle de l'avenue Foch, et puis le quartier s'équipe, une paroisse, Saint-Honoré-des-Laux, un grand lycée de garçons, Janson de Sailly. Alors 2 garçons uniquement parce que M. Janson de Sailly a donné toute sa fortune après son divorce avec sa femme, qu'il avait trouvé dans le lit avec un autre homme. Donc il avait considéré que les femmes étaient peut-être un peu trop perverses pour aller à l'école, et donc il avait spécifiquement dit que l'argent ne devait aller qu'à un lycée de garçons. Alors, bon, il n'a pas été suivi, Dieu merci, mais en fait c'était une histoire assez cocasse, pardon de ce détail un tout petit peu curieux. Et donc, dans ce quartier, la Troisième République est vraiment le moment où on voit se développer ce que certains historiens ont appelé les petits hôtels, parce que les parcelles font qu'on ne peut pas construire un grand hôtel entre cours et jardin, c'est pas possible. Donc il faut jouer avec les parcelles, il faut jouer avec les parcelles voisines, et quand vous vous promenez dans ces rues, Spontini, rue de la Faisanderie, avenue Bugeaud, vous voyez beaucoup de petits hôtels qui valent surtout par leur décor architectural. Alors, c'est aussi une époque intéressante pour nous parce qu'on est en train de sortir complètement du néo-renaissance, du néo-gothique. Ça, c'est vraiment, on a passé la tournée une page. Et ces années de la fin du 19e, la belle époque, c'est le moment pour les élites qui ne souhaitent pas être à la mode, en art nouveau ou en art déco plus tard. Les styles à la mode, c'est vraiment plutôt les grands siècles de la monarchie française. Alors on peut être un peu Louis XIV, mais c'est encore mieux si on est Louis XV ou Louis XVI. Donc nous, on est un peu dans cet entre-deux, parce que c'est toujours difficile de dater ces maisons.
stylistiquement de les analyser. Alors, sur le plan suivant, qui est une découverte grâce aux uns et aux autres, mais là, moi, je n'en suis pas responsable, donc je remercie l'équipe de m'avoir sollicité et de m'avoir fourni ce plan. On découvre ce terrain qui a été donc un terrain acheté par des propriétaires successifs. Alors, c'est formidable, parce que les notaires de l'époque faisant leur travail, on va directement jusqu'à 1825. Donc, on a le terrain de 25 avec le lotissement, puis ensuite, on a toutes sortes de bourgeois qui n'ont pas laissé de traces dans l'histoire collective. Et puis on arrive à des grandes banques, Crédit Lyonnais, et puis c'est le Crédit Lyonnais qui va vendre à la Société des chocolats Meunier, célèbre évidemment chocolaterie, qui est pas très loin d'ici, au fond, vous voyez, une histoire un peu tirée des fils. Et ce terrain rose que vous voyez sur le plan, c'est le grand terrain qu'ils ont acheté, et c'était un des derniers grands terrains du quartier. Le quartier était plein à ce moment-là. On arrive aussi à la fin de la Belle Époque, il va y avoir, avec la guerre qui approche, une coupure fondamentale dans l'histoire de la société, mais aussi dans l'histoire des hôtels particuliers, évidemment. Et ce qui est très intéressant, c'est que la société Meunier va faire un lotissement, un micro-lotissement. On aurait pu construire un seul hôtel sur cette parcelle, mais elle préfère un lotissement, d'où les deux rues que vous avez en jaune qui forment un V. Alors, je ne sais pas si les couleurs sont, oui, ça va à peu près. Et donc avoir ainsi 3 îlots redivisés. Ensuite, on a tout le processus classique de lotissement, de micro-lotissement. Mais je voudrais attirer votre attention sur la parcelle blanche, qui a une extension bleue, que vous voyez peut-être à gauche. Il y a un nom, c'est la première parcelle vendue dans ce micro-lotissement. Ce n'est pas encore l'ambassade, c'est un voisin, et ce voisin s'appelle Jacques Doucet. C'est le fameux hôtel de Jacques Doucet, qui a été aussi le début d'une aventure qui nous réunit encore aujourd'hui à travers l'INHA, qui a été les collections de la bibliothèque, qui avait été donnée à l'Université de Paris. Donc je fais ici évidemment un petit salut confraternel et amical. Et évidemment, le premier bâtiment construit sur la parcelle, le voilà, c'est l'hôtel construit par l'architecte Parent, un hôtel, vous voyez, dans une manière néo-Louis XVI, dans lequel Doucet installera ses merveilleuses collections avant de tout vendre et de partir, comme vous le savez sans doute. Et si on regarde tout à fait à droite de la photo, qui a toujours été publiée pour ce qu'elle était, c'est-à-dire la photo de la façade de Doucet, vous voyez le terrain où l'ambassade va pousser. Et ce qui est intéressant, je crois, c'est d'insister sur cette connexion-là, parce que Parent va être l'architecte choisi par Georges-Raphaël Lévy pour son propre hôtel. Donc il a construit les 2 hôtels du lotissement, cet architecte. Et ils entretiennent un lien dialectique, c'est ça moi qui m'intéressait. Et c'était la photo d'entrée du PowerPoint. Les jardins communiquaient visuellement. C'est ça qui fait tout le prix de cette architecture, des petits hôtels qui s'apparient les uns aux autres. Et évidemment, aujourd'hui, il y a un monstre en béton et en pierre de 8 étages qui correspond au bétonnage des 30 Glorieuses. Et on a perdu ce lien entre les jardins. Et le fait que même si le jardin de l'ambassade n'est pas très grand, il se démultipliait par le jardin du voisin au-delà de la rue Meunier. Donc c'est Noisiel, pardon. C'est très intéressant de voir, je crois, aussi ce lien-là et de pouvoir comprendre comment l'hôtel est bien sûr le produit de la ville, mais peut façonner aussi la ville. C'est ça, ce rapport dialectique qui m'a particulièrement intéressé dans ce dossier. Là, je ne me sens pas tout à fait qualifié pour parler du travail de Christophe, de Christophe Parent et de Simon Ducrot, qui sont les historiens qui ont rédigé l'article sur l'architecture de l'hôtel, sur l'architecte Louis Parent, qui appartenait à une dynastie d'architectes qui remontait à la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Petit-fils d'architecte, fils d'architecte, neveu d'architecte, cousin d'architecte. Son oncle, l'oncle de Louis Parent, était Henri Parent, qui avait dessiné déjà l'hôtel Jacques Marandré, par exemple, et beaucoup d'autres hôtels particuliers. Donc il a été fils aussi de Clément Parent, architecte, petit-fils d'un autre Parent, architecte, beau-frère d'un Frolichère, qui était un grand architecte aussi de cette époque-là. Donc nos amis, collègues Christophe Parent et Simon Ducrot ont rédigé un texte extraordinaire sur l'hôtel, le style de l'hôtel. Voilà, donc, ça c'est la photo de Louis Parent, l'architecte, et le plan du rez-de-chaussée qu'on avait miraculeusement trouvé aux archives du ministère des Affaires étrangères portugais. Personne à Paris, dans les archives de la ville de Paris, ils étaient disparus. Personne ne savait où
ils étaient, les plans, et miraculeusement, on les a découverts dans un entrepôt du ministère des Affaires étrangères à Lisbonne. Donc, Christophe Parent et Simon ont aussi travaillé beaucoup à partir de ces plans-là, qui ont permis de les donner même le titre de leur article, qui après vous verrez quand vous connaîtrez le livre. Le titre, ils ont choisi comme le paradoxe de l'escalier. Parce qu'en effet, dans ce premier plan, l'escalier, ça c'est une découverte des auteurs, l'escalier se trouvait, l'escalier d'honneur, à la fin de la galerie d'entrée, donc tout à fait exposé. Et finalement, dans une deuxième version du projet, ils ont abandonné cet escalier d'honneur très visible, ils ont construit un escalier aussi très imposant, elliptique et très bien construit, mais complètement caché dans un petit hall derrière. Et la raison, évidemment, c'était parce que comme les espaces de réception de l'hôtel particulier se trouvent au rez-de-chaussée et pas au premier étage, il ne faisait pas de sens d'avoir un grand escalier d'honneur qui après ne donnait nulle part. Les gens ne pouvaient pas les monter parce que à l'étage au-dessus, c'était la partie privée de l'hôtel. Donc c'est intéressant ce changement d'escalier et le résultat final qui est vraiment un escalier qui est à la fois un escalier d'apparat, très beau, et complètement dérobé de la vue du public. Donc c'est très intéressant ça. C'est une découverte, et ça, je suis en train de citer le travail de Parent et de Ducrot, qui ont écrit l'article. Voilà. Les photos de... Tu veux peut-être parler un peu de l'acquisition oui, après, je peux juste parler un peu de quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le texte aussi de Parent et de Ducrot, puisqu'on est encore dans les vues de l'hôtel, et ils ont beaucoup parlé aussi du style néo-Louis XVI et de l'importance de ce style à cette époque-là, et notamment du rapport entre le style néo-Louis XVI et le quartier du XVIe, où il y a la plus grande concentration d'hôtels particuliers de la fin du XIXe et du début du XXe, dans ce style-là. Et ils disent quelque chose de très intéressant sur ce choix, sur le choix du style, qui était précisément, ils allaient rechercher dans les dernières décennies du XIXe siècle les architectes et les commanditaires de cette élite, de cette grande bourgeoisie de la fin du XIXe et du XXe, un style qui les rappelait la douceur de vivre d'avant la Révolution. Ça, je me souviens de cette phrase qui est attribuée normalement à Talleyrand et dont Bertolucci a mis comme épigraphe dans son film extraordinaire Prima de la Révolution. Qui n'a jamais vécu avant la Révolution n'a jamais connu la douceur de vivre. Enfin, cette phrase attribuée à Talleyrand. Et voilà, dans cette belle époque, belle époque évidemment pour cette grande élite de la fin du XIXe et du XXe, c'était aussi une époque où ils ont, qui était aussi une époque qui était à la fin d'un monde aussi, parce que la guerre allait arriver, donc le style Louis XVI se termine avec la Révolution, et le style néo-Louis XVI se termine avec la guerre. Donc c'est très intéressant, et ils font ce rapprochement dans l'article. C'est aussi, je pense qu'on peut avancer. Oui, des photos d'époque. Là, c'était juste pour montrer le vestibule et le porche d'entrée, que malheureusement a été un tout petit peu abîmé à la fin des années 30 pour placer les armes du Portugal. Et donc la cartouche. Quand même. Il faut le dire, il faut quand même assommer. Mais peut-être il faut dire aussi que c'est légitime quand on change de propriétaire, l'hôtel change de nom et les armoiries sont resculptées normalement. C'est la règle. Et on peut avancer. Il faut peut-être dire juste en parlant de cette photographie que vous voyez que le néo-Louis XV n'a pas complètement disparu. Hein. C'est un mélange, c'est jamais pur chimiquement, cette architecture éclectique. Et pour compléter ce que disait Emmanuel, la thèse d'Arnaud Meyer est bien celle-ci, c'est-à-dire la fin de l'Ancien Régime. Pour lui, c'est pas 1789, c'est 1914. Et les élites se sont rejouées une dernière fois le grand film de leur supériorité à travers l'histoire de l'architecture. Dire deux mots sur les images. On a également trouvé de fond
puisque lorsque l'État portugais acquiert l'hôtel particulier en 1936, évidemment la Seconde Guerre mondiale, et sous le régime de Salazar ne voyageait pas beaucoup, et donc commandait, notamment il y a un architecte portugais qui a fait l'intervention pour adapter en quelque sorte au service de l'ambassade et de la chancellerie, notamment avec le rajout de l'ascenseur, etc. Mais donc, comme Salazar ne voyageait pas, il commandait des relevés photographiques, déjà pour accompagner les travaux. Et donc, nous avons retrouvé 2 fonds, un aux Archives nationales de Lisbonne et un sur les fonds de la Fondation Gulbenkian à Lisbonne, voilà, qui sont assez riches et sur lesquels qui ont été importants, notamment pour le travail de Philippe Canet. Et qui seront dans le livre. Et donc moi je vais vous parler un petit peu de ce qui relève de la décoration intérieure, parce qu'évidemment un grand bâtiment, une grande architecture ne va pas sans son intérieur. On reçoit dans le bâtiment, on y accède certes, mais on reçoit dans le bâtiment. Et là aussi se joue tout ce paradoxe, toutes ces ambiguïtés de ces histoires des styles, puisque on connaît donc en fait les premiers projets qui ont été justement projetés pour la décoration d'hôtel par des dessins qui sont conservés au Musée des Arts Décoratifs, qui ont été légués par Eugène Bariol, qui était un grand décorateur de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. C'est arrivé un petit peu par accident d'une certaine manière, ces dessins n'ont pas été inventoriés pendant des années, ils étaient un peu considérés comme des documents, et finalement maintenant qu'ils prennent une dimension historique, ils sont assez intéressants à analyser pour comprendre dans quel état d'esprit a été conçu d'une certaine manière le bâtiment dans son ensemble, avec c'est-à-dire des repentirs, des atermoiements, des choix. Et donc les 2 dessins qui sont conservés, enfin même les 3 dessins, concernent à la fois donc la salle à manger et le grand salon, où on constate d'ailleurs, et c'est très spécifiquement noté sur les dessins, qu'ils sont décorés dans le style transition. Donc on parlait des ambiguïtés entre un petit peu le passage entre le Louis XV et le Louis XVI. Donc on a déjà intériorisé, c'est évidemment cette histoire des styles, et on essaye de composer comme ça une décoration à partir de ça. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que cette proposition de décoration, donc notamment pour la salle à manger, reprend notamment des éléments qui proviennent du château de Dreux, redécoré par le duc de Penthièvre, que Balzac avait racheté par le sculpteur Liénard, que l'oncle du décorateur, donc Eugène Bariol, du décorateur de l'hôtel, avait lui-même racheté. Et donc on voit que tout ça coïncide avec des éléments qui, eux, sont complètement réinventés, complètement fantasmés des styles historiques. Et donc ça montre bien que effectivement cette élite de l'époque se pare un petit peu des vestiges, des dépouilles de la noblesse d'autrefois. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce projet en fait n'a pas été retenu et a été remplacé par un projet, on va dire, plus sobre, puisqu'il a fait place à un cycle de toiles. Alors je ne sais pas si on a une représentation qui nous permet, ça doit être sur une photo plus loin, pour la salle à manger. Voilà, bon, c'est toujours pas... Oui, là, si on voit donc, sur la photo de gauche, vous voyez une des toiles dont on pensait jusqu'à présent qu'elle n'était que de vulgaires pastiches, mais qui en réalité, même si ce ne sont pas des chefs-d'œuvre absolus de la peinture du XVIIIe siècle, sont quand même des toiles du XVIIIe siècle qui font partie d'un cycle complet qui avait été séparé, divisé, et dont on retrouvait le reste jusqu'à il y a quelques années au château de Volpénil, qui avait été décoré donc toujours par ce même Eugène Bariol. Donc en fait on se rend bien compte que toutes ces dépouilles comme ça circulent entre les chantiers, entre les personnes, mais aussi par des connexions qui sont en fait les marchands et les décorateurs. Parce qu'évidemment, la spécificité que je n'ai pas précisée d'Eugène Bariol, c'est qu'il est donc le neveu de l'un des plus grands marchands de boiserie et de décor de la fin du XIXe siècle, qui s'appelait Jean Montvala, et que lui-même faisait aussi activité de marchand de boiserie. Il était lui-même sculpteur, restaurateur de boiserie, et que donc, si Lévy a fait appel à cette personne, c'est précisément parce que cette personne, en fait, d'une certaine manière, baignait dans l'Ancien Régime et baignait dans ces styles historiques et avait à portée de main toutes les références dont il avait besoin pour pouvoir composer cet intérieur.
Alors ici, en l'occurrence, il n'y a sans doute qu'un seul élément de boiserie vraiment 18e qui est remonté à l'étage, mais dont on n'a pas de photos, qui sont actuellement des appartements privés. Mais en revanche, dans les grands salons, il a composé tout un décor qui est là aussi plus sobre que ce qui avait été projeté à l'origine, mais avec une espèce d'une certaine noblesse. Alors, il a fait le choix pour le grand salon de reculer un petit peu vers le néo-Louis XIV avec des ordres ioniques et des espèces de compositions d'instruments de musique qui rappellent un petit peu la corniche de la chambre du roi Trianon, ou même des compositions comme on peut voir à Chailly. Et donc, avec cette espèce de choses un peu mansardiennes, mais de très loin, puisque on prend un objet de prendre des libertés, puisque le cintre des baies vient percuter et rentrer dans les ordres, enfin voilà, donc du coup ça déstabilise tout. Mais il y a une espèce de rattrapage, d'aisance avec les styles historiques qui fait que, à moindre frais, parce que tout ça est fait quand même par moulage, Barriol a réussi à composer quelque chose d'assez majestueux, mais sans être dans une débauche absolue de moyens. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que, je ne sais pas d'ailleurs combien de temps il reste, hein, mais juste très rapidement, de voir qu'en fait la décoration qu'il avait projetée pour la salle à manger, donc qui a été remplacée par cette toile peinte du XVIIIe, qui évidemment était beaucoup moins chère que de sculpter un à un tous les panneaux en chêne. Cette décoration-là, en fait, Eugène Barriol l'a gardée dans ses cartons et il l'a ressortie 2 fois. En fait, il s'en est resservi une fois au château de Voisin, hein, donc on sait maintenant que c'est lui qui est responsable de la décoration intérieure du château de Voisin, et il s'en est aussi resservi chez le duc de Gramont, dont vous voyez ici une reproduction, donc hôtel qui a disparu malheureusement, qui avait été construit par Charles Hadda, et dont on a pu retrouver un panneau chez l'antiquaire Pouillon à Versailles. Donc vous voyez grâce à ce panneau le talent, d'une certaine manière, comme sculpteur sur bois d'Eugène Barriol, qui donc était cette espèce de décorateur polymorphe qui pouvait s'adapter un petit peu à tout. Et pour finir, si ce choix s'est particulièrement porté sur lui, ça n'est pas particulièrement parce qu'il aurait déjà travaillé avec Parent, donc c'est pas un choix en fait de l'architecte, mais c'est sans doute un choix de Raphaël Georges Lévy lui-même, puisqu'en fait Barriol, effectivement son nom a été un petit peu oublié, mais on sait maintenant qu'en fait il a réalisé quasiment toutes les décorations intérieures de la très haute bourgeoisie juive de l'époque. Il a fait quasiment tous les hôtels particuliers des Rothschild, il a travaillé pour les Cavendish, pour Efrosi, etc. Et donc, il y a cette espèce de réseau, de corrélation qu'on a un petit peu perdu, qui a un petit peu disparu, mais qu'on essaye, c'était l'occasion, à travers cet exemple peut-être un peu plus modeste, par exemple, que les Rothschild, mais de montrer qu'il y avait comme ça une circulation aussi des artisans, des décorateurs qu'on pouvait retrouver. Voilà. C'était juste pour présenter le portrait du commanditaire, donc Raphaël Georges Lévy, qui était un personnage très intéressant et assez méconnu, et qui ce livre aura une toute première biographie. Personne n'avait jamais écrit une biographie sur Raphaël Georges Lévy, qui pourtant le méritait, et donc c'est Pierre Assouline qui l'a fait pour le livre, et c'est une très belle biographie qui raconte un peu la vie, les intérêts et le travail du commanditaire, Raphaël Georges Lévy, qui venait de la haute bourgeoisie juive de la finance. Donc il était neveu de Bomberger, qui était un des fondateurs de la banque de Paris et des Pays-Bas. Et sa femme aussi, Marguerite Alphen, était aussi descendante des Stern et de famille de la grande finance. Et c'est eux qui ont décidé de construire l'hôtel. D'ailleurs, c'était comme nous dit l'acte, et l'hôtel a été même construit avec les deniers de Madame Lévy. Donc c'était du côté Alphen. Et voilà, c'était un homme très intéressant, un économiste et un professeur à l'école de Sciences Po. Et surtout, il a fait une grande carrière comme économiste.
a écrit beaucoup de livres d'économie sur la finance, sur les banques, a été conseiller dans des affaires financières multiples. Et il y a une particularité aussi, c'est que sa sœur était cousine de Proust. Sa sœur était cousine d'un cousin de Proust, je pense que c'est ça. Sa mère. Non, exactement. Sa sœur s'est mariée avec un cousin de la mère de Proust. Un cousin de la mère. C'est Proustien. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a aussi une correspondance entre Raphaël Georges-Lévy et Proust sur des questions d'action et de conseils financiers. Le conseiller Proust a placé quelques actions dont Proust avait hérité à la mort de ses parents. Et c'est intéressant. On sait qu'il y a eu beaucoup de lettres, mais il y a une seule qui nous est parvenue. Elle cite d'autres, il y a des documents qui citent l'existence d'autres, mais il y a une seule qui est conservée maintenant dans une bibliothèque à New York, dans la Morgan Library, et le livre aura aussi un chapitre sur 7 lettres écrites par des spécialistes de la correspondance de Proust. Et on aura aussi pour la première fois publié, et c'est complètement inédit, le facsimilé de cette lettre, de la reproduction facsimilée de la lettre de Proust à Raphaël. Est-ce que je peux seulement dire c'est complètement apocryphe, mais quand j'ai des visiteurs à l'ambassade et je raconte cela, c'est pas scientifique du tout. Mais donc on sait que Proust a écrit plusieurs fois à Georges Raphaël Lévy. Georges Raphaël Lévy était beaucoup plus vieux que Proust, donc il avait ce respect envers les personnes plus âgées. Il n'habitait pas trop loin. Ça aurait été facile pour Proust, une fois qu'il avait eu une difficulté particulière dans le placement de titres, peut-être qu'il aurait pu se déplacer à Rue Toisière. Et si on fait ce saut de foi, vous comprenez que quand j'ai des visiteurs, je dis écoutez, je ne suis pas certain, mais si vous voyez une image en redingote dans les salles de l'ambassade, c'est peut-être l'esprit de Proust. Je voulais vous dire que c'est un selling point pour mon ambassade. Là, juste pour terminer, on a une vue du salon et le portrait de l'architecte portugais qui a été le responsable pour l'aménagement et l'ameublement de l'ambassade. Parce qu'il faut dire que le Portugal a acheté le bâtiment en 1936, mais l'installation a été très lente parce qu'au début, il y a eu pas mal de difficultés, la guerre a commencé, l'ambassade s'est transférée avec toutes les autres ambassades à Vichy, donc le bâtiment a été abandonné, il y a eu des infiltrations, il y a eu des rapports avec de la pluie et de la neige à l'intérieur du bâtiment, et ce n'est vraiment qu'après la guerre que l'État portugais va vraiment s'installer comme il faut, en meublant et en décorant l'ambassade. Et le ministère, à l'époque, le ministère des Affaires étrangères portugais, envoie à Paris pour décorer l'ambassade et pour s'occuper des meubles un architecte portugais qui s'appelait Raoul Lino et qui était un architecte qui n'avait rien à voir avec la grande architecture française. C'est un architecte qui a fait son lycée en Angleterre, après il a étudié en Allemagne, il avait une formation très arts and crafts, il n'aimait pas beaucoup le style de la grande architecture française, mais il la respectait. C'est-à-dire que c'est très intéressant parce que le parti du ministère et même de Salazar, qui s'occupait beaucoup de la décoration de cette ambassade-là, il y a beaucoup de correspondances où Salazar, le dictateur, disait il faut acheter ceci, il faut acheter cela, il voulait voir les devis, il comparait les tapis. Non, il semble que ce tapis n'est pas tout à fait... donc c'était très étrange comment quelqu'un qui était
le président du Conseil des ministres, qui était aussi ministre des Affaires étrangères, qui s'occupait des finances du pays. Et il avait eu aussi il choisissait les tapis, les meubles, il disait ah non, ces meubles que vous avez commandés ne sont pas tout à fait adéquats, il faut changer. Et voilà. Donc, et Salazar, par une question de finances, je ne sais pas pourquoi il voulait que son parti pour la décoration, c'était il faut tout acheter au Portugal et envoyer tout ce qu'on peut du Portugal. Évidemment, quand Raulino a vu le bâtiment, a dit non, ça c'est impossible. Ça, c'est un bâtiment d'architecture, un bâtiment très beau, d'ailleurs il dit, enfin, très beau, très bien fait, très bien construit, dans la pure architecture classique française. Donc on ne peut pas complètement mettre des tapis d'Alentejo partout et des choses comme ça. Il faut quand même acheter et faire une grande recherche dans les antiquaires français de meubles français, surtout du 18e, et c'est ce qu'il a fait. Donc il a vu beaucoup d'antiquaires, il a acheté toute la plus grande partie des meubles, mais quand même il a réussi à faire... à insérer dans cet ensemble de mobilier français quelques pièces très intéressantes portugaises, notamment un compteur indo-portugais, quelques tableaux portugais et des meubles qu'il a fait venir des palais nationaux. Donc il y a une liste aussi de... Vous voyez la cousine, la biche cousine de celle que vous voyez à la galerie, c'est de Miguel Branco. Elle est là provisoirement, mais elle se porte très bien. Dans un projet avec Joan Pinheiro Ah, et là, Diane, la petite dorée que vous avez vue hier dans les salons privés. Là, je pense que, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, peut-être ouvrir à des questions si jamais quelqu'un... Je peux intervenir à propos du rapport que Raulino, l'architecte, a envoyé à Salazar. Oui, oui. Parce que je crois que vous connaissez aussi. Il dit tout ça et après il dit une chose que je crois que qui explique l'émigration après portugaise. Il écrit ça en 1945 et il dit ce qui nous... on a des problèmes avec les ouvriers en France. Il écrivait pour un dictateur. Ils font des grèves, c'est après la guerre, ici, 45 août 45. Ils font la grève tout le temps, les salaires montent chaque jour et ils ont des jours fériés tout le temps. Alors c'est très difficile. Et en plus, ça je trouve très intéressant, c'est très difficile de trouver des ouvriers non spécialisés. Il écrit ça en 1945 et une quinzaine d'années après, c'est la vague d'immigration portugaise-espagnole, peut-être pour combler la même faute de travailleurs non spécialisés. Et pour fuir un pays qui est en difficulté aussi, dans notre cas. Oui. Mais je trouve ça bien, surtout parce que c'est quelque chose de l'histoire sociale et économique du Portugal et de la France. Mais bon, c'est pas sur l'histoire de l'art, mais c'est de la libération, mais c'est sur l'histoire sociale. Évidemment que le livre, c'est non seulement Hôtel Lévy, mais l'ambassade du Portugal à Paris, et donc on aura l'occasion de comprendre et de voir décrit quelques-uns des événements qui ont eu lieu à l'ambassade. C'est un peu imaginer presque l'ambassade comme un être vivant et qu'est-ce qu'elle a témoigné. Donc c'est pas l'histoire délibérément, c'est pas l'histoire des relations bilatérales entre la France et le Portugal qui nous intéressait. C'était qu'est-ce qui s'est passé dans cette enceinte qui vraiment est digne d'être illustrée. Je dirais deux exemples seulement. Quand finalement, après la Révolution, même si on était à Macao depuis 500 ans, on n'avait pas de relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Salazar n'a pas reconnu la prise de pouvoir du Parti communiste chinois en 1949.
Et c'est donc seulement en 1975 que les relations ont été établies, et seulement en 1979 qu'un accord pour ouvrir les ambassades à Pékin et à Lisbonne a été signé, et elle a été signée à l'ambassade du Portugal à Paris, puisque la négociation a été conduite par les deux ambassadeurs, l'ambassadeur chinois et l'ambassadeur portugais. Ça, c'est un moment où il y a des photos avec le grand drapeau de la République populaire chinoise. Je suis sûr que Salazar aurait se renversé dans son lit s'il imaginait une chose pareille. Et un autre exemple plutôt plus substantiel, c'est il y a eu une grande réunion pour traiter de l'aide financière aux Palestiniens où au Portugal était la présidence de l'Union européenne à l'époque, et il y avait le secrétaire général des Nations Unies, la secrétaire générale américaine, le ministre russe des Affaires étrangères, 4 ou 5 leaders du Golfe qui étaient amenés à inviter à contribuer, et il y a des gens encore qui se rappellent du convoi de 30 voitures du secrétaire d'État américain. Et donc c'était un exemple de que l'immeuble a pu témoigner des choses intéressantes. Peut-être que vous pouvez être curieux et poser des questions. Est-ce que cette magnifique initiative, merci Monsieur l'ambassadeur de nous permettre de découvrir un hôtel que je ne connaissais pas, va nous permettre d'avancer sur d'autres ambassades, d'autres hôtels particuliers, l'ambassade à Paris? Bon, il faut que je sois très modeste. Il y a des ambassades incroyables à Paris, quelques-unes très fameuses. J'avais hier dans mes mains, au Salon du Livre, le livre qui a été fait sur le palais Beauharnais où est l'ambassade de l'Allemagne. Il faut être humble. Il y a des moyens financiers qu'on n'a pas. L'ambassade d'Italie est aussi un palais merveilleux, et l'escalier est une reproduction d'ailleurs de l'escalier de Versailles. C'est incroyable. Il y a le palais de Béag qui est l'ambassade de Pologne qui est aussi impressionnant. D'ailleurs, c'est tellement grand qu'ils ont loué au XVIIIe siècle des appartements pour l'ambassadeur portugais qui est venu pendant quelques années pour marier la fille du roi. Donc, vous voyez, et il y a quelques ambassades qui ont des livres propres, l'Italie et l'Allemagne, et je crois que la Grande-Bretagne aussi. Puis il y a un livre sur les plus belles ambassades à Paris, où on a une quinzaine la plupart en sont aussi belles que la portugaise, mais ce sont tous très importantes. Et nous, par contre, ce que j'ai un peu d'espoir, c'est que cela donnera des idées à mon ministère, parce qu'on a 3 ou 4 grandes ambassades portugaises au monde qui méritent aussi le même. On a aussi un livre qui est les grandes ambassades portugaises, à Rome, Saint-Siège, Paris, Londres, à Bangkok, tout ça en 6 ou 7 pages, mais quelques-unes méritent vraiment l'effort qu'on a essayé de faire avec l'Hôtel des Villes. Ça m'a sans doute échappé, mais quelles sont les dates exactes du chantier et de construction? Et puis deuxième question, est-ce qu'on a des informations sur les raisons pour lesquelles le choix du Portugal s'est porté sur ce bâtiment, ou pas spécialement? Alors, sur la date, les terrains sont vendus en 1906, en janvier 1906, et donc la construction suit, on est juste 7 ans avant le conflit mondial. Et Doucet, lui aussi, inaugure
la façade de Doucet est finie en 4, elle est primée par la ville de Paris et il s'installe en 7, donc c'est vraiment très, très concomitant. Et les plans sont prêts avant l'achat du terrain, ce qui est assez significatif. Ce qui montre que c'était une négociation, évidemment, avec le Meunier. Pour le deuxième point, c'est un peu dans le sens que vous avez compris, que Salazar était très intéressé que dans les ambassades de certaines puissances, il y avait un intérêt à montrer la dignité de l'État portugais, que les ambassades, un peu comme cette tradition qu'on a un très beau salon de visite à montrer, même si parfois les coulisses sont un peu modestes. D'ailleurs, tous les pays le font avec les ambassades, d'ailleurs. Et donc, on avait des installations qui étaient simplement adéquates. Et donc, Salazar a décidé de regarder dans le marché à Paris s'il y aura quelque chose d'intéressant. Monsieur Levy est mort en 1934, je crois que les héritiers ont mis la maison en vente. Et pour une fois, on a eu une personne qui a réussi à convaincre le ministère que ce serait mieux de payer cette somme très considérable que de laisser la décision se prolonger dans le temps et après, 20 ans après, se dire « Ah, pourquoi on n'a pas acheté cela ?» Surtout parce que l'ambassade était installée dans un appartement loué avenue Kléber. Donc c'était finalement acheté, être propriétaire. L'ambassade ouvre-t-elle pour les journées du patrimoine? On l'a ouvert pour la première fois, je dois dire, quand je suis arrivé en 2018. C'est pas facile parce que ça doit être dans un week-end. Ça veut dire qu'il faut mobiliser le personnel de l'ambassade. Il y a des questions de sécurité aussi évidentes. Donc ce qu'on a fait, c'est de demander aux gens de se inscrire à Internet pour un créneau. On a dû faire maximum 15 personnes chaque groupe de visite, toutes les demi-heures, et se terminant à 5 heures du soir pendant 2 jours. Donc, c'est pas beaucoup de monde. Je dois dire que même en soulignant que c'était la seule façon de visiter, on a quand même eu 50 mètres de queue à la porte de l'ambassade pour venir la visiter. Et on va essayer d'agiliser ce procès de visite on doit toujours passer par l'inscription préalable. Mon espoir, si ma conseillère culturelle ne fait pas défaut dans ses promesses, mon espoir, c'est que dans les prochaines journées du patrimoine, on aura un beau livre pour montrer. Eh bien, très bien.